C'est l'heure du grand dossier, soyez bien évidemment les bienvenus sur LCI avec aujourd'hui cette question, cet enjeu canicule. La France craque, regardez cette carte. Vous saviez que Bourges c'est désormais Las Vegas, que Paris c'est Dubaï, que Montpellier c'est Tombouctou et que Bordeaux c'est Bagdad. En termes de température, bien sûr, eh bien ces dernières heures, c'est notre réalité. Regardez cette carte, elle est complètement folle. Evelyne Delia nous fait l'honneur d'être à nouveau avec nous aujourd'hui. On va la décrypter ensemble, cette carte. Et nous allons nous demander si nous prenons le chemin d'une triple canicule. Très probable, dit le gouvernement. Alors, comment gérer quand ça commence à craquer? Ça craque, énergie sous haute pression. En Bretagne, un transformateur explose. 70 000 foyers privés d'électricité. Clim à l'arrêt, faute d'énergie, incendie. Et puis, est-ce que ça craque à l'hôpital? Images de draps suspendus, on vous les a déjà montrées aux fenêtres des hôpitaux comme à Rennes ou encore de Bordeaux. Pas encore de saturation, nous dit-on, mais inquiétude quand même, surtout quand on compare, quand la comparaison monte avec la situation de 2003. Et cette question, même cause, mêmes effets. Et puis, est-ce la première grève climatique? Chez Stellantis, l'appel est lancé. Serait-ce un mouvement qui en annonce beaucoup d'autres? Quels impacts sur l'économie à court et moyen terme? Là, c'est François Langlais qui viendra nous rejoindre également pour nous en parler. Au cœur des débats, vous le savez, il y a encore et toujours la clim. On a décidé de vous dire toute la vérité aujourd'hui à son sujet. Chiffres clés sur la table, destructrices ou salvatrices. On en parlera. Le grand dossier, c'est donc parti. Canicule, la France craque. Écoutez, regardez. On a perdu connaissance dans les toilettes à force de vomir et de transpirer de chaleur. Il n'y a plus de froid depuis hier soir, depuis 23h, donc tout ça c'est foutu. On suffoque, on ressent des vagues de chaud, on a quelques personnes, des moments qui font des malaises. Et là, laisser travailler les salariés comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible et c'est clairement inhumain. Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis donc ravie de recevoir sur ce plateau à nouveau Evelyne Delia. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes bien sûr chef du service météo TF1 et LCI. Bonjour à vous Frédéric Danré. Merci Bonjour. Également d'avoir accepté à nouveau notre invitation. Vous êtes journaliste Marianne, spécialiste des questions environnementales. Valérie Nataf, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Éditorialiste politique LCI. Et il est venu, il est là. Et sans vous ménager, je vous propose de vous installer, François Gemel. Merci beaucoup. Bonjour. Vous êtes professeur à HEC. Vous êtes membre du GIEC et co-directeur de l'Observatoire Défense et Climat. Merci d'avoir accepté également l'invitation. Merci pour votre invitation. François Langlais. Je rectifie mon col qui est mal mis. Allez-y. Oui, c'est de la télévision, donc c'est important. Vous partagez tout avec nos téléspectateurs, c'est très bien. François Langlais viendra nous rejoindre en cours d'émission également. L'impact économique nous intéresse, vous le savez. Alors, les records continuent de tomber. 9 Français sur 10 écrasés par une chaleur absolument excessive. Evelyne Delia, pour prendre la mesure du phénomène qui s'abat actuellement sur notre pays, on va regarder une carte totalement folle. Voilà, j'ai pas d'autre mot, qui nous vient de nos confrères du Parisien, mais ensemble, nous allons la regarder de près. Et puis on va regarder si la France, elle est effectivement en train de craquer un petit peu. Oui. Evelyne Delia, les températures partout en France, du sud à l'extrême nord, sont exactement les mêmes que dans le Sahara, en Inde ou dans le Golfe. Alors, bon, il faut quand même remettre les choses à leur place. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des températures 43 degrés à Bordeaux, 42 à Poitiers, 40 à Nantes, qui seront peut-être même dépassés. Donc là, ce sont des températures pour le moment, pour la journée. Ce sont des températures que l'on a avec cette canicule exceptionnelle, alors que, par exemple, à Bagdad, à Téhéran ou à Doha, ce sont des températures quasi habituelles. Donc ça ne veut pas dire que nous aurons maintenant fréquemment ce genre de température, mais c'est vrai que aujourd'hui on peut tout à fait comparer ces températures exceptionnelles à des températures notamment à Las Vegas pour Bourges aussi. Alors voilà, et Montpellier, Tombouctou, Toulouse, New Delhi, Bordeaux, Bagdad, Poitiers, Téhéran. Alors, oui, Nice, c'est là où il fait quasiment le moins chaud actuellement, avec quand même quelques 33 degrés. Contre toute attente. Et les conséquences s'accumulent, à commencer par les incendies qui se sont multipliés ces dernières heures. Regardez maintenant ces images dans le Lot-et-Garonne. 2 incendies déclarés hier après-midi à 5 km de distance. Au total, c'est plus de 90 hectares qui ont brûlé, une centaine de pompiers engagés. Feu fixé, mais des conditions météo qui restent défavorables. Et plus au nord, dans le Maine-et-Loire, près de 100 hectares là ont brûlé. 150 pompiers ont été mobilisés. Et puis, enfin, près de Millau, dans l'Aveyron, là, c'est l'incendie qui a duré plus de 48 heures. 130 pompiers, 35 hectares. C'est un feu qui est désormais heureusement sous contrôle. Evelyne Delia, avec les conditions météo dont nous parlons maintenant tous les jours ensemble, le risque est-il majeur sur le front des incendies pour cet été ? Alors,
En tout cas, actuellement, il est évidemment majeur parce que c'est en plus la période des moissons. Donc, on sait très bien qu'avec les moissonneuses, une étincelle part et c'est une catastrophe. On a les orages avec des risques, avec les éclairs de problèmes d'incendie. Mais surtout, ce que l'on attend, on n'a actuellement pas trop de vent. Donc, c'est déjà ça. Malheureusement, à partir de lundi prochain et tout au long de la semaine, Mistral et Tramontane vont revenir sur le golfe du Lion avec des sols extrêmement secs, avec des températures malgré tout très élevées. Et là aussi, le risque d'incendie va être majeur. Il est sur une bonne partie actuellement du territoire à cause de ces températures élevées et de ces sols extrêmement secs. Donc évidemment, grande prudence. Et autre effet de la canicule, c'est par exemple ce transformateur qui a explosé hier soir. On est près de Quimper. C'est directement lié aux très fortes chaleurs. Plus de 100 000 personnes ont été privées d'électricité. C'était très tard hier soir. Il en reste près de 62 000 à ce stade. Le courant ne sera pas rétabli avant la fin de journée pour des raisons techniques. Pas d'électricité, ça veut dire très concrètement pas de frigo, pas de ventilateur, pas de clim. Ça, c'est encore une autre conséquence attendue de l'envolée des températures. Bien évidemment, on vit quelque chose de vraiment exceptionnel actuellement, du jamais vu, avec quasiment toute la France en vigilance canicule, avec des températures, on l'a vu, extrêmement élevées. Ça aussi, c'est du jamais vu, et ce sont des conséquences qui sont quasiment inévitable. Alors, bon, là, c'est sur le plan de l'électricité. On l'a déjà vécu, notamment en 2003 avec les canicules de 2003. Mais ça, ce sont des effets qui risquent malheureusement de se répéter au fil des années avec ces canicules qui sont de plus en plus fréquentes. Merci beaucoup, Evelyne Delia. On continue ensemble et je me tourne vers vous, François Gémen. Evelyne Delia elle-même l'a cité, la comparaison avec 2003. Et elle revient peut-être même un peu plus fortement chaque heure. Vous comparez ce que nous sommes en train de vivre avec 2003. Je rappelle quand même une évaluation à peu près de 15 000 morts. Bien sûr. Bien sûr. Alors, en termes de conditions climatiques, on est effectivement sur quelque chose qui se rapproche beaucoup de 2003 dans l'intensité et dans la durée. Ce que ça m'évoque aussi en termes de défaillance des infrastructures et d'incendie, c'est aussi l'été 2022 qui avait été un été particulièrement terrible pour la France en termes de sécheresse, en termes d'incendie. Et malheureusement, malgré 2003, malgré 2022, malgré la canicule du mois dernier, nous avons toujours cet état d'impréparation sur les bâtiments, sur les infrastructures, et ce même constat, nous ne sommes pas prêts. Vous faites, vous aussi, pardonnez-moi, allez-y, je vous ai interrompu. Non, je voulais simplement signaler qu'effectivement, on était vraiment sur quelque chose d'assez, je ne vais pas dire exceptionnel, mais de quelque chose de véritablement marquant, au point que désormais, ce sujet fait l'ouverture non seulement de vos journaux sur LCI, mais aussi de toute la presse internationale. Et ça, c'est important de le dire, parce qu'il y a quelque chose en France d'important qui se passe en ce moment. C'est en train de se passer, et vous, Frédéric Danhé, vous faites la référence à 2003, notamment dans vos écrits. Pour Marianne, en 2003, des gens sont morts, écrivez-vous, dans les chambres de bonne qu'on continue de louer à prix d'or à Paris. Pour vous, oui, comparaison avec 2003, et si oui, même cause, mêmes effets ? Même cause, mêmes effets, et en plus ça s'accélère. Il y a une étude qui a été publiée le 22 juin qui montre que ce que l'on a aujourd'hui, c'était un risque tous les 1000 ans entre 1951 et 2019. Aujourd'hui, ce sera un risque tous les 40 ans. C'est-à-dire la probabilité que ce genre d'événement ne se reproduise, entre 1951 et 2019, elle était de 20 sur 1000, aujourd'hui elle est de 20 sur 40. Donc tout s'accélère. En 2003, on pouvait se dire... c'est un accident, on n'est pas prêt, c'est pas grave. Sauf que déjà, Evelyne Delia, je me mets un tout petit peu dans l'eau, et des climatologues et François Gémen disaient attention, non, c'est un signe avant-coureur de quelque chose qui est en train de se passer, d'un emballement, de la normalisation des événements extrêmes, de ce qui est de chaque côté de la courbe qui mesure une météorologie locale. Et on s'y est pas préparé. Parce qu'on n'a pas considéré que c'était pour nous, parce qu'on n'a pas considéré que la France était un pays qui descendait vers le sud, parce qu'on a pensé que ces événements-là ne concernaient que les pays pauvres, et puis que notre infrastructure sociale, notre infrastructure de protection, les pompiers, tout ça était suffisante. Et ben là, on se retrouve au pied du mur. Parce qu'il paraît qu'en France, c'est au pied du mur que reconnaît le maçon, sauf que le maçon, il n'a plus un rond, là. La France n'a pas un rond, et puis elle est totalement incohérente dans ses réglementations. Alors la grande question, c'est de savoir combien de temps la situation va durer, puisque chaque jour qui passe va amplifier bien sûr un impact important sur l'ensemble de nos infrastructures et sur nos corps. Et ce matin, on a bien écouté le gouvernement qui a dit sur France Inter qu'une autre vague de canicule était probable pour jusqu'au 14 juillet. Regardez.
Météo France nous indique qu'il y a de fortes probabilités pour que, à partir de la semaine d'après, nous revenions à des chaleurs extrêmes qui pourraient effectivement nous amener jusqu'au 14 juillet. Voilà, franchement, on est tous en train de trembler parce que ça serait 3 canicules d'affilée. On n'est pas sûr de pouvoir. Alors, c'est vrai que cette canicule va se poursuivre, d'autant plus que demain, ce seront 72 départements qui seront en vigilance canicule rouge, parce que le centre, le nord, le nord-est, le Grand Est et une partie du centre-est, notamment la région lyonnaise, vont basculer de la vigilance orange à la vigilance rouge. Mais petit à petit, d'autres départements, et notamment à partir de demain soir, les départements proches de la Manche devraient non pas sortir de la vigilance, mais basculer de la vigilance rouge à la vigilance orange. Donc on va très lentement vers une amélioration. Mais il est vrai que au moins jusqu'à début juillet, on va rester dans cette vague de chaleur, les températures vont baisser, mais on restera toujours au-dessus des normes de saison, d'autant plus qu'actuellement, les températures que l'on a la nuit correspondent à celles que l'on devrait avoir dans la journée. Donc, la baisse des températures va se faire extrêmement lentement et on va continuer à parler d'une vague de chaleur. Et nos infrastructures peuvent-elles tenir ? Dire que ça craque, est-ce exagéré ? On va vous soumettre une petite séquence tournée par nos équipes ce matin. C'était Mathieu Carman, en l'occurrence, qui était en Meurthe-et-Moselle. Et il a vu une route qui a été refaite pourtant il y a 1 mois. Elle est en train de fondre. Sur plus de 6 kilomètres, la route a fondu à plusieurs endroits ici. On est sur la départementale 138. Audrey Bardot, bonjour. Merci d'être avec nous depuis ce matin. Je vous vois avec votre bâton. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Vous constatez l'état de la route ? Bonjour Mathieu, effectivement, je suis en train de regarder dans quel état est la route et on voit que autant ce matin, plutôt c'était le bitume s'était resolidifié et on voit que là ça commence déjà à se ramollir. On avait refait cette route il y a un peu plus d'1 mois et le revêtement n'a pas tenu à cause des fortes chaleurs. Ce qui s'est passé, c'est que le bitume est remonté et les graviers qui étaient dans le mélange sont redescendus. Alors, autre situation, cette fois en Bretagne également, et ça c'est vraiment nouveau, assommé par la canicule. Un transformateur, je vous le disais en introduction, a explosé. 62 000 foyers sont privés d'électricité. On va retrouver à Gwengat Colline Chambol et Florian Paume sur place. Les coupures d'électricité s'éternisent et c'est le cas dans cette commune de Gwengat, une commune de 1900 habitants dans laquelle il est très compliqué de croiser des gens tant il fait chaud et tout le monde s'abrite. C'est votre cas, Anaïs. Vous êtes maman de 2 petites filles et vous avez décidé de rester à l'intérieur avec elles aujourd'hui. Oui, c'est ça, parce qu'avec la chaleur dehors, c'est un peu compliqué. On a essayé un peu ce matin, mais on est vite rentré à l'intérieur et c'est un peu compliqué. Après là, à part dormir, c'est tout ce qu'on peut faire parce que dès qu'on sort, il fait trop chaud. Donc, puis avec l'électricité qui est coupée, on peut rien faire. On peut pas mettre de ventilateur. L'eau, c'est l'eau du robinet parce que c'est la plus fraîche. Même mettre au congélateur, il y a tout qui est en train de décongeler, pardon. Donc, Et parlons-en du coup de ce congélateur. Comment il était votre frigo ? Est-ce qu'il est plein ? Est-ce que vous allez perdre beaucoup de choses ? On a eu de la chance que justement on n'a pas fait trop de courses, donc le frigo est quasi vide. Donc il n'y a pas grand-chose. Après, au niveau du congélateur, quand même, il y a pas mal de... Ça va pour une famille avec des enfants, je trouve que ça va. Et après, niveau congélateur, avec les pains de glace, ils commencent juste à peine à décongeler, donc ça va, mais c'est un peu compliqué, quoi. On fait des courses au fur et à mesure pour que ça reste frais. Merci beaucoup Anaïs et surtout on vous souhaite bon courage. Pour rappel, 62 000 foyers dans le Finistère restent coupés d'électricité. Merci beaucoup aux équipes sur le terrain. Alors, en raison de la canicule, des pannes sur le réseau électrique, oui, sont redoutées jusqu'à jeudi. C'est demain par Enedis, mais ça, c'est ce qu'il disait lundi. On a l'impression que chaque jour, la situation se durcit légèrement. Là, sur ce point, je vais revenir vers vous, Evelyne Delia, mais Frédéric Danhé, est-ce qu'on peut être tous concernés, si ça dure un temps soit peu, par des coupures d'électricité, que ce soit à Lyon, Bordeaux, Marseille, Paris, partout en France ? Non, je ne crois pas trop. Le réseau, il est quand même solide. Alors effectivement, ils mettent des patchs à certains endroits, mais le réseau français est solide, il est bien entretenu parce qu'on a encore un peu de sous, puis on a encore un service public qui fait le boulot. Il ne faut pas oublier que derrière tout ça, c'est des agents de grandes sociétés et de sociétés publiques qui font le boulot sans râler et mal payés. Il ne faut pas oublier, c'est la grande différence entre la France
France et d'autres pays. En Espagne ou en Allemagne, le réseau il est plus instable, le réseau il est plus... Enfin voilà, je suis pas sûr je suis pas sûr que ce risque-là soit important en France. Et même la SNCF qui souffre beaucoup de sous-investissement par rapport à l'Espagne, ça tient encore. Elle est la femme la plus demandée de France actuellement. Elle doit partir dans une poignée de secondes, donc je ne vais pas la retenir beaucoup plus. Mais quand même, avant de partir, je sais que la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Mais beaucoup vous regardent en disant, Evelyne Delia, dites-nous quand nous allons respirer à nouveau. Et l'espoir, il est... L'espoir, il est peut-être en milieu de semaine prochaine, où les températures vont quand même commencer à baisser. Alors, on va commencer à respirer sur les régions de l'Ouest progressivement, avec des orages d'ailleurs qui devraient arriver de façon plus générale à partir de dimanche, donc qui vont faire baisser les températures. Mais cette chaleur, cette canicule se déplace maintenant. Alors on le voit dans les régions centrales aujourd'hui, plus de 40 degrés à Paris ou dans les régions du centre, et elle va se décaler sur les régions de l'Est et notamment du Nord-Est qui bascule, ce que je vous disais tout à l'heure, en vigilance rouge. Donc il va falloir malheureusement encore de la patience et c'est à partir du milieu de la semaine prochaine qu'on va avoir des températures qui resteront quand même légèrement au-dessus des normales de saison. Merci Evelyne Delia. Vous savez qu'on on ne me demande pas que dit Météo France, on me demande que dit Evelyne Delia. Désormais, vérifiez. Je dis ce que dit Météo France tout de même. Mais oui, mais voilà, vous êtes une institution, Evelyne Delia. Vous avez dépassé Météo France, c'est comme ça, faut vivre avec. Merci beaucoup Evelyne Delia d'avoir été avec nous encore une fois aujourd'hui. Allez, on essaye nous aussi d'avancer. François Gémen, comment on avance, comment on sort de là et comment on essaie de reprendre un petit peu la main là sur la situation? L'enjeu premier, ça va être l'urgence sanitaire. On a déjà des pics de fréquentation aux urgences. J'étais avec Patrick Pelloux cet après-midi, qui est chef de l'association des médecins urgentistes, qui s'attend à ce que la mortalité soit multipliée par 5 déjà, et donc c'est quelque chose qu'on commence à voir dans les hôpitaux. Donc la première urgence, c'est évidemment celle de sauver des vies, c'est l'urgence sanitaire, et donc le soin et l'attention qu'on va apporter aux personnes isolées, aux personnes âgées, aux personnes qui sont les plus vulnérables. Puis il y aura bien entendu la question du bâti. Alors il y a tout le débat évidemment sur la climatisation qui est important, mais la climatisation n'épuise pas, hélas, toutes les solutions d'adaptation. Ça reste une solution individuelle qui ne remplace pas des solutions collectives. Et je crois qu'il y a un changement de paradigme à faire sur le bâtiment. On a conçu des bâtiments qui résistaient au froid. Nous devons désormais adapter les bâtiments pour qu'ils résistent au chaud. Et donc c'est un changement complet de paradigme, y compris sur les normes architecturales, sur les normes d'urbanisme. Et puis il y a plein de sujets de fond qu'il va falloir revoir. Je pense les horaires de travail, les rythmes scolaires, ça c'est des sujets de fond également. En tant que co-directeur de l'Observatoire Défense et Climat et membre du GIEC, c'est quoi? Quel est votre ressenti? C'est quoi votre sentiment là chaque matin quand on est tous? C'est de la colère, c'est l'envie de hurler, de décrocher votre téléphone, d'appeler le gouvernement ou les exécutifs précédents en disant on vous l'avait bien dit. C'est quoi le... Donc quand même un peu de colère et d'exaspération. D'abord parce qu'il y a des gens qui meurent. C'est pas juste des moments pénibles à passer parce qu'on a chaud. C'est aussi, il faut le dire, malheureusement des gens qui meurent. C'est aussi des animaux qui souffrent. La question de la souffrance animale et des végétaux est vraiment très importante aussi. Et je crois qu'il y a quand même 2 gros problèmes. Le premier problème, c'est l'impréparation. Frédéric l'a rappelé tout à l'heure, on n'a pas du tout anticipé et on attend toujours d'être au pied du mur pour réagir. Et donc on réagit dans l'urgence et on fait du rafistolage et du bricolage plutôt que de l'adaptation de fond. Et puis de la colère contre ceux qui ont passé une année complète à détricoter toutes les mesures qui avaient été prises en faveur de la transition et à dire finalement ras-le-bol de ces trucs de transition, c'est assez, on en a trop fait. Maintenant, je voudrais qu'ils viennent un peu présenter des excuses. Aujourd'hui, vous estimez, à vous demander des excuses? Je pense que pour ceux qui ont tout détricoté sur l'année dernière, je pense sincèrement, je ne sais pas comment ils font pour se regarder dans un miroir. Vous pensez à qui? Clairement, les députés de l'extrême droite, tous les députés au Parlement européen qui ont voté pour détricoter le Green Deal, qui pourtant nous engageait la bonne direction, ces gens-là, sincèrement, je voudrais qu'ils se regardent dans un miroir. Et aujourd'hui, vous trouvez que le gouvernement est à la hauteur dans l'urgence? Non, je pense que d'abord il devrait être plus visible. Je pense qu'il a trop attendu. Il y a eu 3-4 jours de silence un peu coupable. J'espère qu'on va pas se retrouver avec une mortalité comme celle qu'on a eue en 2003. Sinon, il y aura vraiment la question de la responsabilité gouvernementale qui va être posée. J'espère vraiment que Monsieur Lecornu et ses ministres ont pris la mesure
de ce qui est en train de se passer maintenant. Sur le front de la santé, dans quelques instants, nous serons avec le président du SAMU Urgences de France qui nous dira quel est l'état des lieux. Effectivement, allez-y Valérie Nataf. Mais vous parlez d'urgence sanitaire, elle existe évidemment, mais j'entendais ce matin un autre médecin qui s'occupe d'un service d'urgence, c'est Mathias Vargon, et qui disait que cette urgence sanitaire, elle est d'abord une urgence sociale. Ça rejoint ce que vous dites. On parle pas assez de tous ceux qui vivent dans des logements exigus, beaucoup dans les quartiers populaires où il n'y a pas d'endroit où se rafraîchir, où rien ne fonctionne, où il y a plus souvent d'ascenseurs, donc on monte les escaliers par cette chaleur. Je vous le conseille, c'est très agréable. Donc cette urgence sociale, elle est pour moi la première. Bien sûr, l'urgence sanitaire en est une conséquence, mais cette urgence sociale, il s'agit de protéger les plus vulnérables, évidemment les personnes âgées, les enfants, les personnes avec des maladies chroniques, mais surtout les plus démunis d'entre nous qui n'ont pas la chance d'être dans un studio climatisé comme nous. Notamment aux sans-abri. On a fait par exemple des plans grand froid pour les sans-abri ou pour les prisonniers. Il faut désormais des plans grand chaud. Nous ne sommes pas égaux face aux canicules. C'est un grand révélateur, un grand exacerbateur d'inégalité sociale. Et ça, c'est l'un de vos sujets également, Frédéric Dan. Et je vous écoute et après on prend la direction du terrain parce qu'il y a la question des incendies qui est en train de monter. Non, j'ajoute à ce que vient de dire à la liste des accusés de François, je rajoute la FNSEA, je rajoute la coordination URA, je rajoute une partie de la droite, une partie de la Macronie, tous ces gens qui notamment veulent flinguer toutes les agences d'État sans lesquelles on n'aurait pas toutes ces infos, sans lesquelles on n'aurait pas la base de la préparation. Je pense à l'ADEME, je pense au CEREMA, je pense à l'agence de l'eau, aux agences de l'eau, je pense à l'OFB, je pense à tout ce qu'une partie de la droite veut foutre en l'air et sans laquelle on va parler de climatisation tout à l'heure, sans les travaux de l'ADEME, je ne sais pas où on en serait pour se projeter dans l'avenir. Effectivement, on va parler ensemble de clim, c'est vraiment encore et toujours au cœur des discussions et on va essayer de vous dire tout ce qu'on sait. Certains disent la vérité, ça j'en suis pas sûre, mais bon, on va tenter. En tout cas, là je vous signale la question des incendies. Pourquoi j'apprends à l'instant même qu'il y a un nouveau feu qui est déclaré en Haute-Garonne. Je lis, ce sont les dernières informations, 13 véhicules d'intervention, 8 bombardiers, 37 sapeurs-pompiers engagés. Il y a eu également un peu plus tôt 2 incendies qui se sont déclenchés à la frontière des Landes, dans les communes de Bouzès et de Durance, et dans le Lot-et-Garonne. Après plusieurs heures de combat face aux flammes, les 180 sapeurs-pompiers mobilisés ont heureusement maîtrisé ces feux de forêt. On retrouve sur place Erwan Brem et Christophe Brousseau. Vous le voyez, les pompiers sont en train d'arroser copieusement le sol et notamment les fumerolles. C'est ce qui pose problème pour cette journée d'aujourd'hui, même si le feu a été fixé et maîtrisé. Il y a énormément de points très chauds qui menacent de repartir avec la canicule, avec la température, ainsi qu'avec le vent qui s'est mis à souffler également. Ce sont des zones, on voit ici des flammes également, ce sont des zones qui sont également repérées par drone, par les pompiers, pour aller traiter au plus près et pour être le plus efficace possible pour maîtriser totalement cet incendie. Erwan Brem et Christophe Brousseau, merci à eux dans la chaleur. Je vous pose la question que je posais à Evelyne Delia un peu plus tôt, mais qui dit canicule dit méga incendie. Forcément, c'est une fatalité pour nos forêts, pour c'est pas une notre fatalité, pays. mais c'est un risque qui est vraiment accru. Il y a des questions d'entretien des forêts, bien entendu, et puis il y a la question effectivement de l'origine humaine. Il faut rappeler que l'écrasante majorité des incendies sont évidemment d'origine humaine. C'est pas le changement climatique ou la chaleur qui va spontanément créer la combustion, mais c'est vrai que voilà une étincelle de moissonneuse-batteuse ou une allumette qu'on laisse traîner, et d'un coup c'est tout un massif forestier qui part en fumée, et donc c'est vraiment le moment de redoubler de consignes de vigilance sur les appareils motorisés, sur les activités humaines en forêt. Il faut rappeler que 90% des incendies partent d'une origine humaine, soit accidentelle, soit parfois de malveillance. Vous, c'est votre spécialité en tant que journaliste, hein, j'ai envie de vous dire, c'est votre vie. Est-ce que vous avez, non mais c'est vrai, est-ce que vous avez la sensation que c'est un peu panique à bord en ce moment au sein des institutions? On parlait du gouvernement, on a entendu votre coup de gueule. Est-ce que c'est un peu la panique? Non, parce que les responsables politiques et voire même nous autres journalistes, dès lors qu'il va pleuvoir, on va oublier. Et puis ensuite, on reparlera du même sujet à la nouvelle canicule. Et puis ensuite, on va oublier. Puis ensuite, on va être dans la campagne présidentielle où on va nous bassiner avec la retraite, l'immigration et la sécurité, et où on va oublier ces sujets-là. Vous pouvez faire toutes les politiques d'immigration, de sécurité et de retraite que vous voulez. Dans un climat 50 degrés, ça n'aboutira à rien. Donc, on risque d'oublier le risque incendie. Le risque, il est connu. Chez moi, dans le Nord, sous la forêt de Mormal, qui est une forêt, on est dans le Nord. Donc, dans le Nord, il pleut. Où d'ailleurs, depuis 10 ans, on irrigue des patates, des pommes de terre. La forêt de Mormal, aujourd'hui, il y a un service incendie. C'est-à-dire qu'il y a des pompiers prépositionnés avec des réserves en eau au cas où. Donc, ça touche tout le monde. Les pompiers sont prêts.
Il y a de l'eau encore en France, il y a des réserves un peu partout. D'ailleurs, je signale que dans tous les départements, les pompiers sont tenus d'aller chez les gens, de toquer à la porte pour voir s'ils peuvent pas passer leur camion, pour passer leurs tuyaux, pour aller pomper dans les piscines. Ça, c'est partout en France. Valérie ? Je voudrais juste dire un mot. Vous en prenez à juste titre aux politiques qui oublieront. Mais il n'y a pas que les politiques qui oublieront. Nous oublierons. Mais ils sont notre reflet, les politiques. Ils ne sont que le reflet de nos propres renoncements et de nos propres dénis. Donc, je ne suis pas là pour défendre la classe politique, mais je pense que c'est plus général. Il y a une prise de conscience globale qui, malgré vos efforts, malgré les vôtres, malgré tous ceux qui tirent la sonnette d'alarme depuis des décennies, il n'y a pas eu une forme de prise de conscience collective. Prise de conscience, si... Mais c'est une grande lâcheté. Il n'y a aucun courage à faire une planification, ce qu'on aurait dû faire. La France... La question de l'oubli est fondamentale. Je me souviens d'un sondage, notamment, qui avait été mené en 2023. L'année qui avait suivi l'été terrible de 2022, la plupart des gens avaient oublié cet événement. La France qui craque, est-ce aussi les hôpitaux qui commencent à craquer, piquent rarement, je cite, voire jamais observé de recours aux soins d'urgence en début de semaine. Voilà ce qu'annonce l'agence sanitaire. Le Premier ministre a annoncé l'activation du dispositif au niveau 2 sur 4 du plan Orsan. C'est une première au niveau national, donc bien sûr on est là pour tout vous expliquer. Et on va en parler avec vous, François Langlais. Vous aussi, vous êtes une institution. On va parler de notre système. Bah oui, c'est vrai, quoi. J'espère que c'était flatteur dans votre esprit. Bien sûr, vous en doutez. Non, pas du tout. On va parler avec vous de notre système et de nos structures qui sont actuellement sous pression. On va parler des travailleurs, qu'ils sont également sous pression. Est-ce la première grève climatique dans notre pays? Appel, en tout cas, à se mobiliser du côté de Stellantis. Serait-ce un mouvement qui en précède beaucoup d'autres? Michel Picon aussi, qui représente les très petites entreprises, va être notre invité. Tiens, d'ailleurs, le MEDEF dit que la France est au ralenti et ça aussi, on va l'examiner ensemble et on va s'intéresser aux conséquences à court terme, à moyen terme de tout cela sur nos vies, notre économie. Donc à tout de suite. Le grand dossier se poursuit et Météo France vient de l'annoncer. Le record d'hier devrait être battu en termes de chaleur aujourd'hui. Alors bien sûr, on en parle dans ce grand dossier canicule. La France craque. On en parle avec mes invités. Mais pour le moment, c'est l'heure de l'essentiel de l'actualité. Allez, on s'accroche. 72 départements passent en vigilance rouge pour la journée de demain. La Loire et les départements du Nord basculent, du Nord-Est. En revanche, il y a de la lumière au bout du tunnel pour certains d'entre vous. Demain à 22h, 11 départements de la façade atlantique passeront du rouge à l'orange. Oui, je sais, c'est peu, mais bon, c'est déjà ça. Une autre première dont on se serait bien passé, un premier cas d'épidémie d'Ebola a été identifié et isolé en France. Sa charge virale est très faible selon le ministère de la Santé. Le malade, dans un état stable, a été pris en charge dans un établissement spécialisé dès son arrivée sur le sol français. Le risque de transmission de l'épidémie dans l'Hexagone et le monde est toujours jugé faible, on le rappelle. Et j'ai tout de même une bonne nouvelle à vous donner. Elle concerne le prix du pétrole. Le Brent passe sous les $75 le baril. Ce n'était pas arrivé depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Et donc nous reprenons le fil de ce grand dossier. Canicule, la France craque. Pour tout comprendre, toujours ravi d'être avec Valérie Nataf, avec François Gémen, avec vous Frédéric Danhé et donc avec François Langlais qui nous a rejoint, éditorialiste économie TF1 LCI. Et le docteur Yann Panverne également a pris le temps de se connecter avec nous. Merci beaucoup. Vous êtes président de SAMU Urgence de France. On vous imagine débordé, mais vous allez nous en dire un tout petit peu plus juste après. Alors, pic rarement, voire jamais observé de recours aux soins. Voilà également ce qu'a déclaré l'agence sanitaire, c'est tombé aujourd'hui. La France qui craque, est-ce aussi les hôpitaux qui commencent à craquer? Un plan Orsan activé, la crainte d'une hausse à venir, des soins déjà déprogrammés, et même certains qui parlent d'un enfer qui les attend. Voilà, les mots sont forts, mais les faits on s'y arrête, et surtout la pression sur le système, on l'analyse ensemble, François Langlais. François, avec la canicule qui dure, ça se complique de jour en jour dans les hôpitaux. On voit depuis quelques jours des images de bricolage dans certains services sans clim. On vous a déjà montré dans cette émission des images de Bordeaux ou encore de Rennes où par endroits on accroche des rideaux, des draps comme on peut ou des couvertures de survie, des clims mobiles et quelques ventilateurs. Dans le même temps, la situation sanitaire se complique. C'est plus 20% d'appels au SAMU, pic rarement, voire jamais observé, je vous le disais, selon certaines institutions. Et il y a un urgentiste, Wilfried Samuel, qui dit s'attendre à l'enfer ce week-end. Et là, François Langlais, je me tourne vers vous. Ma question, l'hôpital, alors peut-être que le tableau est un peu trop catastrophiste, mais l'hôpital semble prêt de déborder. Va-t-il pouvoir tenir? Nos infrastructures peuvent-elles supporter ce poids? Et pourquoi cette fragilité?
Écoutez Amélie, on est face à un sinistre majeur, semble-t-il. Enfin, je ne suis pas météorologue, mais en tout cas, on dépasse des records qui avaient été établis il y a une vingtaine d'années. Donc c'est une situation exceptionnelle qui se déroule sur des infrastructures qui sont déjà extrêmement fragilisées et en surtension de façon quasiment chronique. Donc malheureusement, ça va produire des difficultés dans l'affectation des ressources, etc. Et peut-être des dégâts humains sur la mortalité, sur la maladie, c'est probable. Alors la question c'est au fond, est-ce qu'on aurait pu faire autrement ? Il y a 2 niveaux de réponse différents. J'observe quand même que cette fois-ci, le gouvernement est en alerte depuis déjà plusieurs jours. Donc d'un certain côté, les leçons de 2003 ont déjà porté un petit peu. On déclenche un plan, alors qu'il y a 25 ans, on était dans l'ignorance totale des dégâts que pouvait causer la chaleur, notamment sur les personnes âgées. On n'imaginait pas qu'on allait pouvoir avoir une épidémie qui allait provoquer 10 000, 15 000 morts. Aujourd'hui, on sait que la chaleur peut tuer. Donc on peut espérer, sous réserve que la météo ne soit pas encore plus violente, mais parce que tout ça se situe évidemment à l'intersection entre la météorologie et la médecine, mais on peut espérer que cette fois-ci, on aura quand même limité un peu les dégâts. Mais l'essentiel, c'est aujourd'hui de s'équiper pour les vagues à venir, c'est-à-dire de travailler sur l'adaptation au changement climatique, ce que nous n'avons pas fait ou pas fait beaucoup. Les images que vous venez de montrer en témoignent. Alors pour faire face, le Premier ministre a déclenché, je vous le disais hier, le plan Orsan niveau 2. Pour résumer, c'est comme un plan Orsec mais pour l'hôpital. Niveau 2 sur 4, le niveau 3 étant le niveau de crise. Il prévoit un suivi resserré des capacités hospitalières, mobilisation accrue de la médecine de ville et des déprogrammations ciblées en dernier recours. Là, quand on voit un tel plan activé, c'est une première au niveau national, je le précise. Dans la suite de notre conversation, le gouvernement prend la mesure, oui ou non? On a besoin d'être rassuré. Écoutez, c'est très bien qu'ils l'apprennent. Le fait justement de pouvoir délester le système des opérations non urgentes, c'est une décision qui paraît simple, mais il faut la prendre à temps, manifestement. Ça, là encore une fois, c'était pas le cas en 2003. Donc c'est effectivement souhaitable. C'est pas ça qui va mettre la climatisation dans les hôpitaux, malheureusement. C'est-à-dire, encore une fois, on voit la différence entre court terme, où les marges de manœuvre sont limitées, et où tous les leviers qu'on a sont de l'ordre de l'organisation, de l'optimisation des moyens qui sont existants, mais qu'on ne peut pas les augmenter. Et puis le travail sur le moyen terme, alors c'est l'affaire des jours, des semaines, des mois qui viennent, qui là va être très important, notamment pour la climatisation, de façon à permettre à ce premier filet de sécurité qu'est l'hôpital de rester vivable dans des situations comme celle qu'on vit aujourd'hui. Vous le voyez, la clim revient au cœur de tous nos enjeux, donc on y reviendra plus tard dans cette émission. On va essayer de dire un peu le vrai du faux, la vérité sur cette clim. Merci beaucoup François Langlais. Je me tourne vers le docteur Yann Panverne, donc je le disais, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes président de SAMU Urgences de France. Quand on voit l'agence sanitaire qui nous parle, c'est tombé il y a quelques heures, que le pic est rarement, voire jamais observé de recours aux soins d'urgence en début de semaine. Que vivez-vous? Quelle est votre réalité? Quelle est la gravité de la situation? Alors tout d'abord, merci de m'accorder ce temps d'échange. Aujourd'hui, nous constatons, vous l'avez dit, une augmentation d'activité dans selon les territoires. Au sein des services des urgences, l'activité se majore aussi. On sait que le pic est un pic qui va être décalé avec le temps compte tenu de la durée de l'effet canicule. Donc aujourd'hui, il y a des choses qui fonctionnent bien, il faut le dire, il faut l'affirmer. La régulation médicale permet aux patients d'être bien orientés, d'être maintenus à domicile ou orientés vers les collègues de la médecine de ville et pour certains patients hospitalisés. Donc aujourd'hui, la régulation médicale protège l'hôpital, protège les services d'urgence qui vont connaître probablement dans les mesures vraiment avec une activité qui devrait s'accentuer. Ce qui marche bien aussi, c'est l'anticipation annoncée par la ministre et qui existe de la Santé. Nous attendons concrètement la concrétisation sur le terrain de ces plans d'anticipation, notamment avec des libérations de lits permettant l'hospitalisation des patients et notamment ceux qui sont les plus vulnérables. Donc on attend vraiment que les choses se concrétisent sur le terrain, mais en tout cas, ce sont des mesures que nous saluons. D'autres solutions aussi existent pour faciliter
finalement la prise en charge globale des patients. Le renforcement des transporteurs sanitaires privés, c'est important pour pouvoir assurer les transferts de patients, la sortie aussi des patients des urgences et des services d'hospitalisation. Donc c'est autant de mesures qui vont faciliter les heures à venir parce que probablement on devrait s'attendre à une augmentation de l'activité décalée au sein des services des urgences. Et avant de vous laisser filer, parce que vous êtes également un homme très occupé, mais pardon, est-ce qu'on peut essayer de quantifier, de chiffrer la situation ? Quel est le chiffrage de l'augmentation de l'accès aux soins et qu'envisagez-vous pour les prochains jours ? On entend des chiffres assez fous, plus 5% par exemple. Alors aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que certains établissements ont déjà déclenché des plans au sein des hôpitaux avec de la déprogrammation, avec des mobilisations internes importantes. Je pense à Rennes, La Rochelle, Tours, dans la région Grand Est, sur Metz, une augmentation de la sollicitation des services d'urgence, c'est vrai, mais pour autant, il y a quand même un message à faire passer, c'est que la régulation médicale a permis de limiter l'impact, les mesures permettent de limiter l'impact. Donc il faut que les établissements se mobilisent comme c'est attendu pour qu'on puisse libérer au maximum des lits et permettre à nos patients d'être hospitalisés. Merci beaucoup, docteur Yann Panverne. Pardonnez-nous, la liaison est pas évidente. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bon courage surtout pour les prochaines heures et les prochains jours. Et peut-être que nous serons à nouveau ensemble pour essayer d'évaluer à nouveau la situation. Je me permets de vous faire écouter, ça vient de tomber, une déclaration de Météo France sur la gravité de la situation, justement. Regardez. Nous sommes au cœur d'une canicule historique. À compter de demain, jeudi 12h, 72 départements seront en vigilance rouge canicule et 14 en orange, ce qui est totalement inédit. Mardi 23 juin a été la journée la plus chaude jamais observée en France, avec 29,9 degrés en moyenne des températures sur 24 heures et sur l'ensemble du pays, dépassant les records précédents de juillet 2019 ou d'août 2003. Alors, j'ajoute qu'il a Météo France assure que cette situation est d'une sévérité exceptionnelle et au moins équivalent à la canicule d'août 2003. Alors, je vous le disais, c'est vraiment la musique qui monte et la comparaison, qui fait mal. Et au cœur aussi des préoccupations, il y a le travail, il y a le droit de retrait, il y a le mécontentement, il y a le mal-être, il y a ceux qui sont sur le terrain. Et d'ailleurs, serait-ce la première grève climatique ? Serait-ce un mouvement qui va en annoncer beaucoup d'autres ? Je vous parle de Stellantis Mulhouse, un appel à la grève, notamment contre la chaleur. La CGT a appelé les 4500 salariés du groupe à déposer un préavis s'étalant jusqu'à dimanche prochain. D'après le syndicat, la canicule actuelle rendrait carrément les conditions insoutenables au point de menacer la santé des salariés. Je voudrais qu'on écoute un syndicaliste CGT justement, s'il vous plaît. Depuis notre mobilisation, c'est maintenant 2 pauses l'après-midi, 1 pause le matin. Mais même ça, c'est pas suffisant. Parce que vous avez des salariés qui travaillent devant des fours à plus de 40 degrés. Vous avez des salariés jeunes ou un peu plus vieux qui travaillent sur les chaînes du montage. Les chaînes du montage, faut vous dire que c'est comme les temps modernes, comme Charlot. Donc c'est la température ambiante, la température intérieure du corps, les machines, tout qui fait un tout, ça s'additionne. Donc ici, quand vous prenez le boulot à 5h du matin, qu'est-ce qui se passe ? Les gens, la veille, ils n'ont pas dormi, ils dorment pas, ils arrivent crevés. Ils sont obligés de se lever le matin pour prendre les bus ou venir en voiture à 3h30, 4h du matin, pour être en poste à 5h15. 5h15, il y a un copain qui disait que devant sa machine, il faisait déjà 30 degrés le matin. Et puis ça continue. Alors, je le disais, certains ont qualifié sur cette antenne de première grève climatique ce mouvement de Stellantis. Est-ce qu'on en est là ? Est-ce que vous estimez que les revendications sont légitimes ? Écoutez, je ne connais pas précisément les conditions de travail de l'usine en question, mais il est certain que de la même façon que l'hôpital est pris à revers par cette catastrophe naturelle, on peut imaginer que les entreprises le sont tout autant et qu'il va falloir qu'elles s'équipent, elles aussi, de façon à permettre la continuation de l'activité, parce que c'est vrai que ça percute toutes les activités humaines et probablement encore davantage celles qui, même par température normale, exigent une certaine mobilisation physique, justement dans le fait que les horaires sont décalés, que on travaille dans des conditions difficiles physiquement. C'est évidemment encore plus pénible. Donc je pense que les salariés, les syndicats ont tout à fait raison de sonner l'alarme là-dessus, parce que ça va nous imposer de nous organiser.
Michel Picon, merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes président de l'U2P. Vous représentez les très petites entreprises. Juste ici, si vous le voulez bien. Merci beaucoup. Merci d'être là. Et vous êtes présenté comme étant l'enfant terrible du patronat. Bon, voilà, vous êtes l'enfant terrible du patronat, Michel Picon. En tout cas, le patronat, il va peut-être commencer à être un petit peu secoué par ce qui est en train de se passer, les remontées du terrain. Donc vous l'avez vu, Stellantis, vous avez suivi l'affaire. Oui. Est-ce que vous jugez que ces salariés, ces ouvriers ont raison de tirer la sonnette d'alarme et de dire maintenant c'est insupportable, on ne continuera pas comme ça? Oui, alors moi je connais pas bien les conditions de travail, mais telles qu'elles viennent d'être décrites, je comprends la détresse et la colère de ces salariés. Vous savez, nous, ça nous est pas étranger. Quand vous dites l'enfant terrible du patronat, c'est peut-être parce que je suis un patron un peu atypique, parce que ce qui caractérise les petites entreprises, l'entreprise de proximité, c'est que nous, on est à côté de nos salariés. Voyez-vous, ces sujets, on les gère pas de la tour du 15e étage d'une direction générale. Le maçon, il est avec ses salariés. Quand il fait trop chaud, il dit les gars, on arrête, on se met à l'ombre, on fait quelque chose. Il y a une proximité qui fait que il y a un pragmatisme, et il y a aussi une solidarité entre le patron et ses salariés. C'est le cas du boulanger, par exemple, dans les Fournils, là, en ce moment, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? J'avais ce matin le président de la Fédération des boulangers. Ils ont décidé, les gars, qu'est-ce qu'on fait? On vient à 4h demain matin, et puis et on arrête à 8h30. Il y a une flexibilité dans nos entreprises. Bien sûr, pour nos salariés, c'est difficile, mais on arrive très vite ensemble à trouver des solutions pour que ça soit moins douloureux pour nos gars et nos équipes. Je voudrais qu'on écoute le ministre du Travail et des Solidarités. C'est Monsieur Farandou. Il était sur RTL ce matin et il appelle syndicats, patrons à se retrouver pour essayer d'améliorer les conditions de travail. Si les syndicats de Stellantis éprouvent le besoin de déposer un préavis de grève, je le respecte. Après, il est normal que les conditions de travail dans ces moments-là sont centrales. Il faut que par le dialogue social, effectivement, entre organisations syndicales et les dirigeants d'entreprise, on trouve les meilleures manières d'adapter les conditions de travail pour que les salariés puissent continuer à produire des voitures, puisqu'on est chez Stellantis. C'est ça l'idée. On adapte le monde du travail à cette contrainte nouvelle que représentent ces canicules. Michel Picon, vous allez aller autour de la table avec le ministre et d'autres représentants, oui? Quand je vous quitte, là, Vous y allez? Oui, j'y vais. Donc c'est vraiment action-réaction. Qu'allez-vous dire et qu'espérez-vous de la part du gouvernement? Le ministre du Travail a décidé d'organiser un échange avec les organisations syndicales qui sont dans des revendications. On va écouter jusqu'où elles veulent aller. Qu'allez-vous vous demander? Nous, ce qu'on va demander, d'abord, c'est un peu plus de visibilité. Voyez-vous, ce qui se passe aujourd'hui, on dit l'État ne s'est pas préparé, mais il nous a pas aussi aidé à nous préparer. Cette histoire de climatisation, franchement, vous n'étiez pas quelqu'un respectueux de l'environnement si vous climatisez votre entreprise. On se rend compte que peut-être il fallait le faire et que on a perdu beaucoup de temps par tous les gens qui sont un peu climato-sceptiques et les petites entreprises particulièrement, on est un peu ballottés. Donc ce qu'on attend, et moi ce que je vais demander au ministre, c'est de nous donner un peu plus de lisibilité sur ce qui va se passer, et puis surtout de ne pas nous charger encore de réglementation et de normes, parce que si nous étions encore chargés de réglementation et de normes, évidemment il faudra nous les compenser, parce que c'est pas possible dans la situation dans laquelle se trouvent les entreprises. Je rappelle que le nombre de défaillances, et M. Langlais le sait bien, n'a jamais été aussi fort qu'en ce moment, particulièrement dans les petites entreprises, et que si on nous charge la barque encore avec 4 jours de congés supplémentaires pour les inondations, et puis la chaleur, et puis autre chose, enfin les petites entreprises, on ne tiendra pas le coup. Les marges se sont considérablement réduites avec les événements géopolitiques que l'on connaît, et on n'a pas la capacité à aller plus loin. Maintenant, quand j'ai dit ça, ça ne veut pas dire qu'il faut que les entreprises elles restent les bras croisés. Oui, il faudra probablement qu'on ait des solutions de climatisation de nos lieux de travail. Je pense les cuisines de restaurants, dans les petits restaurants, c'est pas climatisé. Je peux vous dire que le cuisinier avec son équipe, il souffre beaucoup en ce moment. Alors votre part de responsabilité, celle des patrons des entreprises, on continue d'en parler, mais je ne veux pas les faire attendre plus longtemps parce qu'ils sont sous la chaleur. C'est Vincent Ditch et Christophe Hanès, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes, vous, justement, du côté de Stellantis, vous suivez cette mobilisation. Quel est l'état d'esprit, quel est le fond des revendications ?
Écoutez, il faut savoir que dans cette usine Stellantis de Mulhouse, ce sont 4500 salariés qui travaillent en 3 postes de 8 heures. Il fait actuellement 40 degrés à l'extérieur. Je vous laisse imaginer la température dans ces grands bâtiments non climatisés où sont fabriqués les Peugeot 308 et 408. La direction explique avoir augmenté le nombre de distributions de bouteilles d'eau, avoir ajouté une pause supplémentaire dans des bâtiments climatisés. Mais cela ne suffit pas pour les syndicats. La CGT a donc lancé un appel à la grève pour permettre aux salariés de stopper le travail. Ils réclament 10 minutes de pause par heure et une baisse des cadences de production. Pour l'instant, la direction refuse, en notant au passage qu'il n'y a que 10 grévistes déclarés depuis hier. La CGT, de son côté, annonce que le mouvement va s'étendre à d'autres sites du groupe. Avec l'annonce demain du passage en vigilance canicule rouge dans tout l'est de la France, les salariés de Stellantis risquent d'être cette fois-ci un peu plus nombreux à peut-être se mettre en grève. Merci beaucoup, merci beaucoup à vous, Vincent Ditch, sur le terrain. Merci à l'équipe, Christophe Annès, sous la chaleur. C'est un mouvement qui, pour vous, François Langlais, effectivement, peut en annoncer beaucoup d'autres. En tout cas, c'est une date. C'est effectivement la première fois qu'une entreprise de taille significative se met comme ça en grève pour protester contre des conditions de travail qui sont liées à des événements climatiques exceptionnels, il faut le rappeler, même si on a toute raison de penser que le réchauffement climatique en provoquera la récurrence plus importante. Mais on voit bien que dès aujourd'hui, les partenaires sociaux se mettent en ordre de bataille sous l'égide du gouvernement, donc on s'adapte. Et c'est l'histoire de justement de ces interactions entre les activités humaines et le climat. On a toujours un temps de retard. Mais il faut faire l'expérience du désagrément pour pouvoir prendre les mesures adaptées. Mais selon vous, que doit faire le gouvernement face aux syndicats dans quelques minutes maintenant? Est-ce qu'il doit dire grand plan, on va vous aider par exemple à financer la clim dans vos entreprises, par exemple? Mais Michel Picon le disait, je pense qu'au cœur du sujet, il y a cette question de la climatisation qui a été tabou, pas seulement d'ailleurs à cause des climato-sceptiques, mais à cause des écologistes entre guillemets purs et durs, qui considéraient qu'il fallait faire porter les efforts plutôt sur l'atténuation du changement climatique que sur l'adaptation. Bon, avec de bonnes raisons. Il ne s'agit pas d'oublier l'atténuation, mais un nouveau chantier énorme est apparu depuis quelques heures. C'est celui de l'adaptation. Et au cœur de ce chantier de l'adaptation, il y a bien sûr la climatisation. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien sûr, on va probablement prévoir disons des modalités d'aide, etc. Mais si on veut appréhender ce plan dans toutes ses dimensions, il faut aussi construire une filière française. On n'en a pas à Ménil. On en parlait dans cette émission hier, il y a un groupe français vendéen qui a été racheté par des Japonais. Plutôt spécialisé sur les pompes à chaleur, mais c'est une technologie très voisine. Il y a 3 ans, notre président nous a dit 1 million de pompes à chaleur à horizon 2027. On est à 250 000. C'est-à-dire qu'on est au quart des objectifs. Et du coup, les objectifs ont été reformulés pour 2030. Il n'y a pas de raison que ça change de façon substantielle. Et entre-temps, comme vous l'avez dit, quasiment tous les fleurons de cette industrie du génie climatique ont été rachetés par du capital étranger. C'est pas un drame absolu, mais pour autant, ça signale bien que ils étaient en état de vulnérabilité. Et c'est pareil pour la climatisation. Donc un bon plan, c'est celui qui prévoirait certainement des incitations. Il faut quand même se souvenir qu'on est dans une période de disette budgétaire, donc les moyens ne seront pas infinis, mais aussi qui veillera justement à essayer de reconstruire une offre industrielle française. Frédéric Denhay et Valérie Nataf. Oui, enfin, on réglera pas tout le problème avec la climatisation. Là, ce que j'entends des revendications de Stellantis, c'est un problème organisationnel, l'organisation des postes de travail, l'organisation des 3-8, l'organisation l'organisation du travail. Et je suis assez surpris parce que s'il y a un truc qu'a fait le gouvernement, c'est le décret chaleur l'an dernier qui oblige toutes les grandes entreprises à faire un audit de l'exposition des salariés à la chaleur, de l'exposition des entrepôts, de la résilience, de la résistance des entreprises à la chaleur. Notamment, il y a beaucoup d'assureurs qui assurent ça, qui font des audits, notamment AXA Climate. Manifestement, Stellantis n'est pas au courant de ce décret, donc ils se mettent totalement dans l'illégalité. Donc je pense qu'ils vont s'amuser là, les syndicats. Normalement, toute entreprise, corrigez-moi si je me trompe, doit avoir un plan de calcul, de prévention, d'exposition des salariés, des entrepôts, du matériel à la chaleur. Il faut les sanctionner, ces entreprises qui n'ont pas la pièce qui est
rafraîchi, qui ne donne pas les horaires. Oui, enfin, sanctionner, je pense qu'il faut faire d'abord beaucoup de pédagogie et qu'on rappelle, enfin, c'est ce que nous faisons, l'organisation, ça doit être dans le plan de prévention des risques de ces salariés, on doit tout faire, prendre toutes les mesures pour les protéger, ça fait partie des obligations de l'employeur et s'il y a des défaillances, je pense qu'il faut graduer les choses, la sanction, quand les gens sont pas au courant parce qu'ils ont de toutes petites entreprises, devait être au courant là. Stellantis, je pense, a les moyens de pouvoir être au courant de ces obligations, mais je connais pas le dossier. Ce que je voudrais dire aussi au ministre, c'est qu'il faut que les réglementations permettent aux entreprises de s'adapter. Voyez-vous, dans des immeubles, on n'a pas le droit de travailler avant 7 heures le matin, parce que sinon les voisins sont pas contents, parce que ça fait du bruit. Il faut que pendant cette période, tout le monde comprenne un peu que oui, l'entreprise qui envoie ses salariés sur le toit ou autre, va les envoyer à 5 heures du matin, et que ça va peut-être faire un peu de bruit, et que c'est gênant parce que j'ai mal dormi, parce qu'il fait chaud, mais qu'il faut que chacun y mette un peu du sien. Et donc on demande aussi au préfet de prendre un arrêté autorisant les entreprises à pouvoir travailler plus tôt pour débaucher aussi plus tôt. Et puis il y a un sujet aussi, si vous me le permettez, c'est les conséquences économiques de ça. On va en parler. Je donne la parole à Valérie Nataf et justement on va parler des conséquences économiques. À vous écouter, je me dis quand même que bien sûr il faut adapter, bien sûr il faudra inventer des formes de climatisation, mais le mieux est l'ennemi du bien quand même. Là il y a une urgence. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, c'est ce que demandent les ouvriers, donc je me fais pour une fois leur porte-parole, est-ce qu'on peut alléger les cadences ? Est-ce qu'on peut leur proposer d'aller dans une pièce climatisée plutôt que rafraîchie, le temps qu'ils récupèrent un peu de la fatigue physique du travail ? Ça semble pas quand même absolument hors de portée. Je comprends les histoires de productivité et de profit, mais enfin là, il s'agit de préserver la santé des 4500 ouvriers qui travaillent dans des conditions de ce que décrivent les syndicats. Je suis comme vous, je suis jamais allé dans une usine Stellantis, je ne sais pas comment ça se passe, mais enfin, on peut quand même imaginer qu'il y a des petites choses à faire avant d'envisager des grands travaux et des grandes adaptations. Oui, disons, on peut imaginer une réponse exceptionnelle à une situation exceptionnelle. C'est pour ça d'ailleurs que les questions de sanctions, elles sont aujourd'hui déplacées. Parce que voilà, il tombe quelque chose de façon complètement imprévue, au moins dans cette intensité. Donc tout le monde essaie de réagir. Effectivement, vous avez la voie du bon sens. Il y a probablement des choses à faire avant même d'entreprendre des choses structurelles. Parlons de l'impact économique. Alors là, je vous cite le MEDEF. Je rappelle que vous êtes l'enfant terrible du patronat, donc je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez. La France tourne au ralenti, dit le patron du MEDEF, c'était hier. Oui. La France tourne au ralenti. Les entreprises que vous représentez tournent au ralenti. Vous savez même déjà nous dire concrètement quel est l'impact de ces premiers jours de canicule sur notre activité? Non, c'est pas chiffré et mesuré, mais en tout cas, des entreprises qui arrêtent 2 heures avant, elles ont une perte. Dans les entreprises du bâtiment, des couvreurs, on fait pas les heures que l'on faisait d'habitude. Les gars, on les arrête à 10h30, à 11h, et on a bossé que 5 heures. Mais il y a 3 heures de productivité en moins pour un artisan. Pour vous, il est évident que ça va se payer, l'économie va le payer, les entreprises que vous représentez vont le payer. Si c'est pas aujourd'hui, à moyen, au long terme, il y aura un impact sur les chiffres, sur l'emploi, pourquoi pas? Absolument, mais ça va être un thermomètre, ce qui est en train de se passer. J'espère qu'en fin de semaine, les choses vont un peu s'apaiser. Milieu de semaine prochaine, nous disait Evelyne Delia sur ce plateau. Ça fera une petite semaine et demie, mais ça sera dans les restaurants, je peux vous dire qu'à midi, il n'y a personne. Et c'est un manque à gagner pour l'ensemble des restaurateurs. Les boulangers qui font du snacking, pareil, ils ont une baisse d'activité. Tous les chiffres d'affaires sont à la baisse. Et puis, inévitablement, nous, consommateurs, on n'a pas trop envie de consommer en ce moment. On est plutôt à se mettre en repli à l'ombre, à rester chez soi. J'ai écouté le président de M. Bompard qui dit qu'il n'a jamais eu autant de monde dans ces supermarchés parce que les gens viennent y prendre la vie très cher, mais qu'ils ne le retrouvent pas
dans les achats. Bien sûr. Parce que l'envie d'acheter, tout le monde se met un peu en repli et donc ça aura un impact sur l'économie, évidemment. Alors là, on a envie de vous demander si on pourra l'évaluer et à court terme et à moyen terme. Alors je voyais que pour le long terme dans le monde, la BCE, dans une note de juillet 2025, disait que 2 ans après des vagues de canicule, on observe un impact de 1,5% sur l'économie. Alors que voit-on là à court terme et que peut-on imaginer à Il y a des études qui ont été faites qui montrent que la productivité, c'est-à-dire la production de chacun d'entre nous, chute à mesure que la température monte, et de façon substantielle. Et pour l'industrie, c'est au-dessus de 27 degrés. On a fait des études en Inde, où les Indiens sont habitués à une chaleur bien supérieure à la nôtre. Et au-dessus de 27 degrés, vous avez une chute de 4% par degré supplémentaire. C'est beaucoup. Aujourd'hui, on est très fréquemment à 32, 33, 34, 35. D'autres études disent à 34, 35, il y a une chute globale de 50% de la productivité de l'économie. Alors, même s'il y a des redistributions, évidemment, les marchands de glace ou d'eau minérale font des saisons formidables, mais de l'autre côté, effectivement, la consommation est plus faible. Toutes les activités en plein air sont interrompues. Le bâtiment, les couvreurs, par exemple, tout ça, c'est insupportable aujourd'hui. Donc, ça veut dire que les chantiers sont remis à plus tard. Évidemment, ça se verra dans les comptes du deuxième trimestre français, et probablement de façon très significative. C'est difficile de l'évaluer aujourd'hui, parce que tout dépend de la durée de l'épisode. On marche un peu en aveugle, mais on peut imaginer qu'une journée comme aujourd'hui, où la canicule est avérée, eh bien, c'est plusieurs points de productivité, de production qui s'envolent, parce que on est moins présent, on doit différer, on doit retarder, et du coup, on travaille moins. Frédéric Noël. Ah non, j'étais sur autre chose. Non, j'ai pas grand-chose à dire sur l'économie. Moi, je vois surtout les conséquences à venir sur l'agriculture. Et avec l'effet qui se coule qui va arriver ensuite, c'est des sols secs, comme l'a dit Evelyne Delia tout à l'heure, des sols secs, un climat sec, des nappes phréatiques en retrait. Ça va pas être bon pour les rendements agricoles cet été. Et en fait, encore une fois, c'est des choses qu'on sait. On sait qu'elles doivent arriver, et pourtant, il n'y a toujours pas de plan général. En fait, il faut en revenir à un mot, c'est la planification. Quel que soit le sujet, y compris sur l'agriculture. Est-ce que demain, on peut encore faire des cultures d'été, comme de l'orge d'été en Occitanie? Est-ce que demain, on peut encore faire du maïs en Occitanie sur des sols secs? La réponse est non. Mais pour ça, il faudra avoir une réflexion globale, non syndicale, avec tous les usagers de la nature, privilégier les cultures qui restent et qui sont consommés sur place, parce qu'à quoi ça sert quand on a un tel climat et une ressource en eau de plus en plus amenuisée? À quoi ça sert de faire du maïs qu'on va exporter? Je caricature, parce que ce qui revient à exporter de l'eau. Encore une fois, là on est au pied du mur et on se rend compte qu'il a manqué 20 ans de planification, 20 ans de réunion, 20 ans pour se dire on peut plus faire partout de la même façon. Il faut s'adapter à un climat qui est plus du tout celui qu'on a connu. Allez-y Valérie. Et je rajouterais, on parle des pans de l'économie de production, mais il y a aussi l'immobilier. L'immobilier va vivre une révolution on en parlait, les dites chambres de bonne qui ne pourront plus être habitables bientôt, mais aussi les résidences en bord de mer avec la montée des eaux, les chaleurs excessives dans le sud, excessives. On est en chaleur excessive, mais petit à petit, il va sans doute y avoir un mouvement de remontée. On aura des réfugiés climatiques hexagonaux d'une certaine manière. Donc ça aussi, c'est une grande révolution qui nous attend, parce que la désertification, qui me semblait, moi, quelque chose réservé au sub-Sahara, est en train d'arriver vers... Ça aussi, c'est pas planifié. Il n'y a pas de politique logement adapté au changement. Alors, on va voir s'il y aura une politique clim. On va en parler ensemble. Je voudrais juste vous dire que ça y est, c'est officiel. Ce mercredi devient la journée la plus chaude de l'histoire en France. Depuis 1947. L'information est confirmée depuis qu'on sait le mesurer, bien évidemment. Ça vient donc de tomber. Et donc, au cœur de vos discussions, on le sait, puisque c'est au cœur de nos discussions, donc on n'est pas bien différents, la clim. La clim. Et on a repéré cet article passionnant, fouillé, faut bien le dire, du Figaro. La vérité, en somme, sur la clim en France. Le débat, il est au cœur vraiment des discussions. Regardez chez Stellantis, dont on parlait il y a quelques instants, au cœur de la colère, il y a la clim. Ça fait hurler certains. Alors là, je vais citer une humoriste. Elle s'appelle Marine Leonardi. Elle dit, mais c'est comme fabriquer le four dans lequel on va mettre notre tête si on utilise des climatiseurs. Et d'autres disent, non, c'est salvateur, c'est ça, la seule solution, point barre. Voilà, on va essayer de regarder tout ça ensemble. Oui, je cite des humoristes maintenant dans cette émission, mais vous êtes là pour nous éclairer sur la réalité des faits. Ah non, mais fort sympathique par ailleurs. Hein. Merci. Est-ce que la climatisation contribue au réchauffement climatique et donc aux canicules comme celles que nous vivons ?
La réponse est oui. Pourquoi ? Parce qu'il y a un fluide frigorigène qui fait que le chaud de l'extérieur le chaud rentré à l'intérieur devient du froid. Ces fluides frigorigènes sont 1500 à 2000 fois plus effet de sérogène que le CO2. Mais il y a quand même des techniques, il y a d'autres gaz. Il y a une directive européenne qui est en cours de discussion qui vise à interdire tout gaz 150 fois plus effet de sérogène que le CO2. Du propane dans les climatiseurs, le seul problème, c'est que l'arrivée du propane dans les climatiseurs se heurterait à la réglementation incendie des immeubles, des entreprises. Donc, est-ce que c'est effet de sérogène ? Oui. Par contre, pour la consommation d'électricité dans un pays comme la France, non. J'ai regardé tout à l'heure. Là, on produit 65% d'électricité avec le nucléaire et à peu près 32% avec les panneaux photovoltaïques. Ça va. Par contre, le soir, si tout le monde se met à avoir un climatiseur, les centrales nucléaires ne pourront pas fournir en totalité, et s'il n'y a pas suffisamment de vent, les éoliennes non plus, et là ce sera des centrales à gaz à l'est de l'Europe qui viendront nous aider, et là ce ne sera pas terrible. On dit aussi que dans les villes, la clim réchauffe l'air ambiant. Est-ce vrai ? Ah oui, forcément, parce que l'air chaud qui est à l'extérieur... En fait, le climatiseur ne fabrique pas de froid. Il vient prendre le chaud qui est à l'intérieur pour le remettre à l'extérieur. Mais comme il fait encore plus chaud à l'extérieur, il y a toujours du chaud qui rentre à l'intérieur. Et donc le climatiseur travaille de plus en plus. Donc oui, dans des rues étroites, dans des cours d'immeubles... Typiquement les immeubles haussmanniens à Paris, dans les rues étroites, oui, on augmente la température de 2, 4, 5, 6 degrés. En moyenne, alors c'est difficile à calculer si tout Paris, si tout Lyon, si tout Lille, les villes les plus minérales de France, je rajoute un peu Bordeaux et Marseille, étaient climatisées, on aurait entre plus 1,5 et plus 2,5 degrés. Parce qu'aujourd'hui, la clim, on la déclenche à peu près à 20 degrés. Si déjà on la mettait à 23, ce serait mieux. Et l'ADEME vient de fournir une enquête qui montre que si on la mettait à 26 degrés, or il s'avère que 26 degrés, c'est vraiment la température à partir de laquelle on commence vraiment à avoir chaud. Si on la mettait à 26 degrés, on diviserait par 3 l'appel de puissance, c'est-à-dire la consommation d'électricité, par rapport à une clim qui se déclencherait à 23 degrés. Alors imagine par rapport à mon boulanger à Brunois ce matin, qui a mis sa clim à 17 degrés. Et y a-t-il des alternatives qui sont aussi efficaces que la clim et plus écologiques ? Aussi efficace ? Non. Alors déjà, c'est pas faire entrer la chaleur, donc on met des volets. Ensuite, on évite, pendant qu'il fait très chaud, d'allumer le four pour faire cuire un rôti ou de faire cuire un bourguignon pendant 6 heures. D'ailleurs, la blague, c'est on évite de créer de la chaleur à l'intérieur. Le soir, quand on s'aperçoit que la température extérieure commence à être au moins égale à la température intérieure, on ouvre tout. Si tant est qu'on ait un immeuble, un appartement traversant, pardon. Et puis, c'est la ventilation. Alors, la ventilation, vous en faut 2 dans votre chambre à coucher. Amélie, il en faut un dirigé vers l'extérieur qui va repousser l'air et un autre en sens inverse qui va vous rafraîchir. Et le mieux, c'est de mettre devant le ventilateur qui vous rafraîchit une serviette de bain humide. Et le top du top, vraiment, c'est quoi ? Vous prenez votre serviette de bain, vous la mouillez sous la douche, vous l'essorez un peu, vous la mettez sur un tankerville et vous laissez un bout dans une bassine d'eau. Comme ça, en se rafraîchissant en permanence, elle va rechercher de l'eau. Et je peux vous garantir qu'à côté de votre lit, vous perdez 2 degrés au moins en sensation de froid. Voilà, je sais ce que je vais faire ce soir. Et ben voilà, grosse serviette de bain, faut prendre. Non mais c'était super intervention, merci beaucoup encore une fois. Merci. Alors je vais faire un petit sondage en direct. Qui, sur ce plateau, a acheté une clim là, ces derniers jours en raison de la situation ? Non. Aucun ? Non. Aucun d'entre vous ? Est-ce à dire que la clim pour vous n'est pas la solution ? Est contre-productive, voire nocive pour notre climat ? Non, mais sur le domicile, j'étais déjà équipé, donc je n'en ai pas acheté. C'était malin. Mais mon bureau n'est pas climatisé et il fait chaud. Mais est-ce que, en tant que, plus sérieusement, en tant que patron de patron, oui. Est-ce que vous dites encore une fois, il va falloir passer la vitesse supérieure et tous les aider ? Oui. Un plan clim ? Oui. Oui, il faut un plan clim. Bon, nous, dans les activités, dans beaucoup de nos activités, notamment dans les professions libérales, on a encouragé le télétravail, on a demandé à nos salariés de rester chez eux, surtout pour des sujets de transport, parce que ceux qui ont des transports pendant 1 heure, dans l'état de nos transports franciliens, c'était compliqué. Mais oui, on va climatiser tous les bureaux. Sur 4 étages, on n'a que 2 étages de climatisés. L'étage de direction n'est pas climatisé, mais d'autres le sont. Et on va le faire. Mais je pense que, oui, j'entends, on va rajouter du mal au mal. Enfin, c'est tous ces sujets-là. Moi, j'ai l'impression de les revivre à partir de l'énergie nucléaire, quoi. Non, mais c'est pas le Saint Graal, je veux dire. C'est ni nucléaire, ni le tout éolienne, ni le tout climatisation. Quand on regarde les pays chauds autour de nous et même plus loin, il y a de la clim partout.
Il y a un sondage qui vient de paraître aujourd'hui et qui dit, alors j'ai été assez étonnée, donc je partage, 2 Français sur 3 considèrent que la climatisation est une solution peut-être à court terme, mais considèrent que ce n'est absolument pas la solution. C'est vrai. Non mais je sais, mais ce que je veux dire, c'est qu'on commence à entendre tous, on entend raison d'une certaine manière. Il a fallu du temps, mais on y arrive. Il a fallu du temps. Oui. Un plan clim. Oui, c'est indispensable. Enfin, il faut le faire dans les conditions de précaution que vous avez évoquées, c'est-à-dire évidemment à des niveaux de température raisonnables, c'est certain. Quand il fait 42 dehors et qu'on a 25 chez soi, c'est déjà un changement très important qui permet de diminuer les risques cardiaques de façon substantielle, qui permet de continuer à travailler, de continuer à apprendre quand on est à l'école. Donc c'est évident. Et vous avez rappelé que l'électricité est largement décarbonée en France, donc c'est un atout. Il faut l'utiliser. Ça ne règle pas pour autant tous les problèmes, c'est certain, mais ça c'est un peu le défaut du débat français, c'est-à-dire que on dit clim ou pas clim comme s'il y avait que ça, mais c'est clim et îlot de fraîcheur dans les villes, et travail sur le bâti, et organisation des journées de travail de façon à éviter justement le syndrome Stellantis. Tout ça doit être fait de façon simultanée. Il faut tenir tous les bouts de la ficelle en même temps et ne pas penser évidemment qu'il y a, et sans oublier évidemment la lutte contre le changement climatique lui-même. C'est encore un sujet d'un autre ordre, d'un ordre de gravité, je dirais à moyen terme plus important, même si de fait, aujourd'hui, il faut travailler sur l'adaptation pour la préservation de la vie en société, de notre santé, c'est indispensable. Je reviens vers vous juste après le terrain, parce qu'on part en direction de la Défense, puisqu'on parle de clim. À la Défense, Hugo de Matos avec Alexis Tessier, on apprend qu'il pourrait y avoir une grande panne géante de clim demain. C'est pas rien. Oui, effectivement. Et Amélie, nous sommes devant cette usine que vous pouvez apercevoir. Elle est à moins de 2 km du quartier des Affaires de Paris. C'est grâce à elle que les nombreuses tours de la Défense reçoivent de l'air conditionné. Cette usine, en fait, elle produit de l'eau glacée qui part ensuite dans des kilomètres de tuyaux vers la Défense. Depuis le début de la canicule, elle fonctionne à plein régime. Mais problème, avec les fortes chaleurs, elle ne parvient plus à reconstituer ses stocks de glace la nuit. Cette eau glacée, pour vous dire, d'habitude, elle est à 4,5 degrés. Mais là, avec ces fortes températures, elle a atteint les 7,5 degrés. En fait, cette usine, elle n'est tout simplement pas adaptée à ces fortes chaleurs. Conséquence, les tours de la Défense ne pourront plus être climatisées normalement. Les travailleurs du quartier des Affaires sont donc invités à télétravailler demain car leurs bureaux vont fermer. Et cela concerne beaucoup de monde. Près de 200 000 personnes travaillent quotidiennement à la Défense. Merci beaucoup à tous les deux, Alexis Tessier et Hugo de Matos sur le terrain. Alors certains étaient optimistes sur ce plateau, je tiens à le dire, pendant 2 jours. Est-ce que vous croyez que cette fois ce sera un avant et un après? Est-ce que vous croyez à l'électrochoc? Parce que là on est touché dans nos chairs, dans notre activité, peut-être plus que jamais, puisque la journée est historique, c'est désormais officiel. Ça fait 30 ans que je fais ce métier, une vingtaine d'années que je travaille sur le climat. Je fréquente autant que vous des politiques. J'avoue, à l'échelle nationale, la réponse est non. Face à moi, je vois pas beaucoup de gens qui ont une vision globale de l'écologie, qui sachent allier écologie et économie. À l'échelle locale, dans les collectivités, oui, parce que c'est là où les choses se font. Et puis, il y a le réflexe, ce que je disais tout à l'heure, et nous-mêmes, journalistes, on est touchés par ce même réflexe. L'été arrive, on va penser à autre chose. La campagne présidentielle, on va passer à autre chose. Et puis, de toute façon, il va pleuvoir. Est-ce qu'il y aura un avant et un après? J'espère. Le problème, c'est que comme la présidentielle, elle arrive bientôt, l'avant-après risque de se résumer à un grand manichéisme, une grande bipolarité, à un grand pour ou contre. Là, on est en train d'hériter de 20 ans d'inaction pratique. C'est vraiment une planification globale pour permettre à la France de résister à la chaleur et non plus seulement à l'hiver. Il y a déjà des communes qui le font. Mais de toute façon, la transition écologique, c'est les collectivités qui le font, c'est plus l'État. Michel Picon, vous qui vous apprêtez en quittant cette émission à retrouver les membres du gouvernement concernés pour essayer de discuter en urgence des mesures à mettre en place pour les salariés, vous y allez en croyant à l'électrochoc cette fois ? Oui, moi je crois que pour une partie de nos entreprises qui mesurent aussi qu'elles travaillent pas comme elles pourraient travailler, elles sont obligées de protéger leurs salariés, de diminuer et la productivité, le temps de travail. Oui, c'est, je l'entends partout. On va s'équiper, c'est plus possible comme ça. Et puis tout ce qu'on entend, c'est pas un épisode comme ça unique, ça va se reproduire. Donc oui, je pense. Alors je sais bien qu'une crise, une catastrophe en efface une autre, mais somme toute, ce que nous sommes
sommes en train de vivre à 2 reprises, hein, puisqu'au mois de mai, on a connu ça déjà. Une autre fois en juin, c'est pas dit qu'on n'est pas encore juillet. Donc je pense que cette période, elle va marquer un peu dans la gestion individuelle d'une entreprise, d'investir dans des moyens qui vont permettre de préserver l'activité. Merci beaucoup Michel Picon d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci beaucoup à vous Valérie Nataf. Merci beaucoup à vous Frédéric Danhé, toujours passionnant de vous recevoir. Merci beaucoup François Langlais. Merci beaucoup à vous de nous regarder. Je vous donne un rendez-vous sur LCI à partir de 21h. Bruno Retailleau est l'invité de notre grand entretien et face à lui, il aura Ruth Elkrief, il aura encore Pascal Perry, Alain Bauer ou encore Éric Brunet, le tout orchestré par Darius Rochebin. Vous pourrez vous poser également vos questions avec... non, ça c'est le podcast. Bon, ça c'est pour nous écouter, d'accord ? Je suis d'accord. Allez-y, flashez, scannez. Vous pourrez nous retrouver sur toutes les plateformes habituelles. Vous êtes toujours plus nombreux. Merci pour ça aussi.